Bonsoir. Je salue d'abord Victoire Ingabire Umuhoza, combattante légendaire de la démocratie, de la réconciliation et de la paix au Rwanda, la République martyre de l'Afrique des Grands Lacs. Le prix pour la démocratie et la paix, dont l'édition 2025 m'est décernée ce soir en commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, porte son célèbre nom et j'en suis fier. Je salue aussi deux grands amis du Rwanda et de l'Afrique, les frères canadiens John et Robin Philpot. Ce sont eux qui m'ont parrainé pour cet honneur. Ce bonheur me surprend alors que j'atteins mes 80 ans. Il m'a du coup ramené 35 ans en arrière, à cette fatidique année 90 où l'Empire d'Occident a triomphé de l'ex-Union soviétique. Il s'est cru l'unique maître du monde, destiné à régner pour 1000 ans. Je suis né à Maurice, ensemble d'archipels au cœur de l'océan Indien, communément appelé île Maurice. C'était une colonie de plantations esclavagistes françaises, ensuite anglaises. J'ai grandi sous un système d'apartheid. Maurice a accédé au suffrage universel en 1958 seulement. J'ai émigré au Canada en 1970, après y avoir étudié comme boursier du Commonwealth. J'y ai ensuite entamé pour 40 ans une carrière de journaliste international. Les 20 premières années étaient ancrées sur l'ordre global post-Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre juridique fondé sur l'ONU et façonné par la guerre froide. Mes priorités étaient le Sud global, éclipsé par le conflit Est-Ouest. Mes repères étaient les droits du peuple palestinien et du peuple sud-africain. À l'approche de 1990, j'eus l'occasion de faire 3 reportages mémorables. Une tournée des pays d'Afrique australe de la ligne de front, une visite de la Palestine occupée durant la première intifada et un séjour en Namibie pour les élections de 1989. Le mur de Berlin est tombé et tous les médias occidentaux ont quitté Windhoek, en Namibie, pour Berlin, sauf moi. La fin de la guerre froide fut coûteuse pour le Sud global. Les protections de l'ordre onusien furent fragilisées et les dividendes de la paix partirent en nuages. L'Occident avait une priorité plus urgente, l'hégémonie unipolaire. L'Empire est passé sous le règne de George Bush Senior, ancien chef de la CIA. Son équipe a vite chassé Noriega du Panama, piégé Saddam Hussein au Koweït, lâché l'Afrique du Sud à sa majorité noire, mais toujours sous l'apartheid économique. En même temps, l'Empire a préparé le FPR des réfugiés Tutsis en Ouganda, a volé le Rwanda à sa majorité démocratique pour en faire un Israël africain. Le Rwanda du FPR a déstabilisé la région des Grands Lacs, facilitant le pillage de la RDC post-Mobutu. En 1990, un fonctionnaire canadien Tutsi m'annonça que les FPR se préparaient à envahir le Rwanda depuis l'Ouganda et qu'il comptait sur mon appui comme journaliste. J'ai répondu que c'était de la folie, que l'histoire ne pardonnerait jamais aux FPR de plonger le Rwanda dans la guerre civile. Jusqu'à octobre 90, il venait presque chaque semaine d'Ottawa à Montréal pour essayer de me convaincre. L'Afrique des Grands Lacs alla de génocide en génocide, au Rwanda, au Burundi, en RDC, tout cela documenté par le cinéaste québécois Yvan Patry. Les minières liées au Rwanda et à l'Ouganda organisèrent le pillage du Congo, pendant que l'Empire détruisait la Yougoslavie. En l'absence de contrepoids, et profitant de l'absentéisme de la Russie et de la Chine, l'Empire accéléra sa poussée en invoquant les attentats du 11 septembre comme prétexte à des agressions contre l'Afghanistan, le Yémen, l'Irak, le Pakistan, la Somalie, la Libye et j'en passe. Ce vertige nihiliste
et triomphaliste n'aura duré qu'un temps, de 1990 à 2011. Les analystes parlent du moment unipolaire de l'Empire, dont l'élan a été contré par un rééquilibrage mené par l'éveil de la Chine et de la Russie. Dès 2011, en effet, l'Empire a voulu détruire la Syrie comme il avait détruit la Libye. Il a demandé à l'ONU un no-fly zone contre la Syrie. Il a frappé un double veto russo-chinois au Conseil de sécurité. La machine de l'OTAN a déraillé, et cela empire avec la cassure actuelle entre les États-Unis et l'Union européenne, et une OTAN déboussolée. Il y a plus et il y a mieux. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ont fondé le BRICS, devenu BRICS+, zone de coopération de 10 États avec près de la moitié de l'humanité et le quart du PNB mondial. Porteur d'une dynamique multipolaire, le BRICS est appelé à s'élargir, éventuellement à la RDC, le Brésil de l'Afrique. C'est en octobre 2024 que le régime FPR du Rwanda a relancé sa guerre de division et de pillage contre son riche voisin congolais. Guerre commencée en 1994. Ces 30 années ont été celles de génocide et d'expulsion biblique de la majorité Hutu qui a été dépossédée sous la gouverne de l'Empire anglo-saxon. 30 années, c'est la durée du régime Mobutu à Kinshasa, après l'assassinat de Lumumba. 30 années, c'est un cycle, c'est la fin du mandat accordé au FPR par l'Empire, qui lui-même est en déclin, entraînant Kagame dans sa chute. Lâché par ses patrons, Kagame a relancé la guerre via les rebelles du M23, comme d'habitude. Mais l'Afrique s'est mobilisée pour défendre la RDC et aider le gouvernement de Tshisekedi à protéger les intérêts du Congo. En 2025, personne n'est plus dupe. Le M23 n'est qu'un leurre pour masquer les ambitions expansionnistes des Tutsis des Grands Lacs. C'est une vieille aristocratie monarchiste, militariste et hégémoniste, tout en étant minoritaire et antidémocratique. Selon l'ONU, les effectifs militaires rwandais dans l'est du Congo sont passés de 4 000 hommes en décembre 2024 à 12 000 hommes en mars 2025. Ils occupent Goma et Bukavu, capitales du Nord et du Sud Kivu, chassant des centaines de milliers de Congolais de leur foyer comme déplacés internes. Permettez-moi de signaler que Goma et Bukavu furent les centres de mon dernier reportage de presse en 2009, avant ma retraite. Ce reportage fut facilité par la commission Justice et Paix de l'Église congolaise, qui voit les guerres du FPR menées dans l'Est, non pas comme des conflits ethniques, mais comme une résistance décoloniale de la part du Congo. Les responsables des Kivu m'ont parlé du FPR comme d'un Israël pion de l'Empire qui attaque ses voisins arabes avec impunité. Aujourd'hui, l'Empire s'essouffle. Il se réduit comme une peau de chagrin. Alors que le reste du monde se dynamise, la multipolarité rassemble l'Eurasie, l'Afrique et les Amériques au sud du Rio Grande. En Afrique se lève une nouvelle vague de décolonisation contre l'Occident. Appuyée sur les BRICS, au SADC d'Afrique australe et EAC d'Afrique de l'Est, s'ajoutent les alliances sahéliennes du Sénégal jusqu'au Tchad, qui reprennent le contrôle de leurs ressources et leur destin en main. Et la RDC bénéficie du soutien de l'Union africaine et de toutes ses instances pour sa souveraineté et son intégrité. L'Occident global, qui inclut le Japon et la Corée du Sud, ne représente que 13% de l'humanité, 1 milliard sur 8, ou ce qu'on appelle le milliard doré. La part du BRICS+, dans l'économie mondiale, atteindra 45% en 2040, plus que
le double de la part prévue du G7. Le régime FPR du Rwanda est de plus en plus impopulaire en Occident. Le Parlement et l'Union européenne ainsi que le Canada ont décrété des sanctions contre Kigali. L'UE a suspendu son entente sur les achats de métaux au Rwanda et gelé son appui militaire, budgétaire et sécuritaire. Le Canada s'est déclaré solidaire des efforts de paix africains et il a suspendu tous ses échanges publics et privés avec Kigali. Le 13 février 2025, le journal The Rwandan précisait que tout l'Occident, y compris le Royaume-Uni post-Brexit, révise ses relations avec Kigali, n'hésitant pas à recourir à des sanctions financières et diplomatiques. La RDC n'est pas étrangère non plus au potentiel du BRICS+, ayant participé au 15e congrès d'août 2023 à Johannesburg. Le président Tshisekedi a confié à un journaliste qu'il préférait traiter avec la Chine et la Russie plutôt qu'avec l'Occident. Il vient d'offrir à l'Amérique de Donald Trump une entente bilatérale pour la fourniture des métaux stratégiques rares. Comme le reste de l'Afrique et du monde, lui aussi a compris que Paul Kagame est de moins en moins utile à ses patrons et qu'il est devenu dispensable. Aux militantes et militants de démocratie, de justice, de vérité et de paix, au Rwanda martyr et en premier lieu à la grande combattante Victoire Ingabire Umuhoza, je dis en conclusion et du fond du cœur, en créole haïtien, Kembela Palagé. Tenez bon, ne lâchez pas. En créole mauricien, on dit Chombo Palagé. Je vous remercie infiniment.